Bonjour à tous. Dans cette troisième et dernière vidéo, nous allons aborder les différents moyens de paiement. Alors, parmi les différents moyens de paiement, nous avons ce qu'on appelle plus communément les espèces, donc les billets et les pièces. Nous avons aussi les chèques, les cartes bancaires, le paiement sans contact via un téléphone ou une carte de crédit, et enfin les virements bancaires. Commençons par les billets et les pièces, qui sont les moyens de paiement les plus pratiques et les plus sûrs. Alors, il faut savoir que l'euro est la monnaie commune à 20 pays membres de la zone euro au 1er janvier 2023. Les pièces et les billets d'euros sont fabriqués par différents pays de la zone euro. C'est la Banque centrale européenne, la BCE, qui fixe le nombre de billets et de pièces à fabriquer en fonction des besoins. Les pièces et les billets sont les seuls moyens de paiement à avoir cours légal. Ils ne peuvent pas être refusés par un créancier ou par un commerçant, contrairement aux chèques, cartes bancaires, paiement sans contact. Mais ceux-ci ont le droit de demander aux clients de faire la monnaie. En effet, il est interdit de payer avec plus de 50 pièces. Il est également interdit de payer une transaction supérieure à 1000 euros avec des billets et des pièces. Comment reconnaître un faux billet? D'abord par le toucher. Le billet doit être ferme et craquant. Passez votre doigt sur la face du billet et vous constaterez un léger relief. Regardez le billet. En effet, le filigrane. Regardez le billet par transparence. Une image floue et la valeur en chiffres du billet apparaissent. Toujours en le regardant, mais cette fois-ci en l'inclinant, il y a l'hologramme. Inclinez le billet. L'hologramme montre alternativement la valeur en chiffres du billet et le symbole de l'euro. Il y a aussi le nombre émeraude. En fait, en bas à gauche du billet, sur la série Europe, on trouve une encre particulière. En inclinant le billet, elle passe du vert au bleu avec un effet roulant lumineux qui se déplace de bas en haut et de haut en bas. On appelle le nombre émeraude cette valeur du billet imprimé avec cette encre spéciale. Grâce à tous ces signes de sécurité qui sont dans les billets, il y a très peu de faux billets en euros. Attention, fabriquer des faux billets est interdit. Fabriquer des faux billets est considéré comme illicite. Les productions que le public pourrait confondre avec des billets en euros authentiques. Les sanctions encourues sont une amende pouvant aller jusqu'à 450 000 euros et ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à 30 ans. Passons maintenant au chèque. Qu'est-ce que fait un chèque? C'est donner par écrit l'ordre à sa banque de payer une somme à un bénéficiaire. Qui fournit les carnets de chèques? Ce sont les banques. Alors, comment bien remplir un chèque? Il faut tout d'abord indiquer le montant en chiffres, puis le montant en lettres, le lieu, la date, le nom du bénéficiaire, c'est-à-dire la personne à qui on donne le chèque, et enfin la signature. Et seul le titulaire du compte peut signer. Voilà un chèque bien rempli. Il faut savoir qu'un chèque n'est valable qu'en France. La durée de validité d'un chèque est d'1 an et 8 jours. Au-delà, il ne peut plus être encaissé. Quelques points de vigilance. Signer un chèque en blanc signifie signer un chèque sans écrire la somme, sans mentionner le bénéficiaire. Si vous le faites, le risque est que la personne à qui vous le remettez, ou à une personne qui le vole, inscrive le montant et le nom du bénéficiaire qu'elle veut sans vous consulter, et que cela vous mette en difficulté, puisqu'elle peut entièrement vider votre compte. Il faut donc éviter de faire cela, et surtout également éviter de perdre son carnet de chèques. Insister sur le fait que le chèque permet de retirer de l'argent d'un compte bancaire et que le montant du chèque sera débité de ce compte. Il faut donc s'assurer d'avoir la somme suffisante sur son compte quand on fait le chèque et jusqu'à ce qu'il soit encaissé. Comment encaisser un chèque? Pour encaisser un chèque sur ton compte, tu dois mettre ta signature au dos du chèque pour pouvoir l'encaisser. Une fois que tu as remis ton chèque à la banque en assure le traitement. Elle n'est pas tenue de te faire l'avance des fonds, c'est-à-dire de te créditer ton compte le jour du dépôt de chèque, car il peut être rejeté plusieurs jours, voire plusieurs semaines après sa remise à l'encaissement, notamment si le solde du compte de l'émetteur du chèque n'est pas suffisant pour le payer. Passons à la carte bancaire. Il existe plusieurs types de cartes bancaires. Carte de retrait, une carte qui permet seulement de retirer de l'argent à un distributeur de billets. Il existe aussi la carte de débit, un débit immédiat, la dépense est immédiatement débitée sur le compte. Certaines de ces cartes peuvent être à autorisation systématique, c'est-à-dire que le solde du compte est vérifié à chaque achat. Enfin, la carte de crédit à débit différé, les dépenses sont regroupées et débitées en une seule fois à la fin du mois. La carte bancaire permet de retirer de l'argent d'un compte bancaire et que cet argent sera débité de ce compte.
Ce n'est pas une opération virtuelle. Certaines banques proposent une carte bancaire gratuite et d'autres non, ou les intègrent dans des packs de services bancaires payants. Certaines banques proposent sous la responsabilité des parents des cartes bancaires pour des mineurs dès 10 ans, avec contrôle parental. Paramétrage des plafonds de dépenses, de retrait, suivi par application. Certains achats peuvent être aussi interdits et bloqués. Tabac, alcool, jeux en ligne. Comment bien utiliser sa carte? Tout d'abord, dès sa réception, apposer sa signature au dos. Ne jamais conserver son code avec sa carte. Si on vous le perdez, la personne pourrait du coup utiliser et retirer beaucoup d'argent. Lors d'un achat, vérifiez le montant de la transaction qui s'affiche. En effet, parfois certains commerçants, au lieu d'afficher 5,00 € oublient de mettre la virgule et affichent 500 euros. Il est donc bon de bien vérifier le montant de la transaction. Conservez ces tickets de carte bancaire jusqu'à réception de son relevé de compte pour vérifier que les montants correspondent bien et qu'il n'y a pas eu de paiement frauduleux prélevé sur le compte. Enfin, faire opposition à sa carte rapidement en cas de perte ou de vol. Rapidement, c'est le plus rapidement possible. En effet, en cas de vol ou de perte de sa carte bancaire, il faut faire opposition en appelant soit un numéro interbancaire disponible, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, soit le numéro fourni par sa banque lors de la souscription de la carte, ou bien encore le numéro figurant sur les distributeurs de billets. À partir de l'opposition, la banque va rendre la carte et ses données inutilisables. Toutes les opérations faites avant l'opposition sont à la charge du titulaire de la carte. S'il a fait preuve de négligence grave, notamment en ne conservant pas en sécurité son code confidentiel, ou s'il a agi de façon frauduleuse en faisant, par exemple, une fausse déclaration de perte ou de vol. En revanche, toutes les opérations seront prises en charge par la banque si le code confidentiel n'a pas été utilisé, si la carte a été contrefaite ou détournée, et bien sûr pour les opérations faites après l'enregistrement de l'opposition. Passons maintenant au paiement sans contact. Rentrer profondément dans les habitudes de consommation, le paiement CB, par carte bleue, sans contact, n'a cessé de progresser ces dernières années. En 2021, la croissance du nombre de paiements CB sans contact a été soutenue, totalisant 7,4 milliards d'opérations. En en 2021, 46% des paiements par carte ou mobile ont été effectués en mode sans contact. En 2020, près de 37%. Qu'est-ce que la norme NFC? Near Field Communication. C'est la technologie la plus utilisée. C'est ce qui permet à deux appareils ou deux objets, carte, terminal de paiement terminal de paiement ou téléphone, de communiquer entre eux en les approchant l'un de l'autre. Elle est utilisée pour le paiement sans contact par carte ou pour la plupart des applications mobiles de paiement sans contact. Le paiement se fait par simple rapprochement d'une carte ou d'un téléphone près de la borne d'un terminal de paiement sans avoir à saisir de code confidentiel. Actuellement, le montant maximum pour payer sans contact chez un commerçant est de 50 euros par achat. D'autres limites sont prévues. Un nombre maximum de paiements sans contact consécutif et un montant maximum de paiements sans contact consécutif. Intérêt. Simple, rapide, personne ne voit le code. Quelles sont les limites? Si on vole la carte ou le téléphone, le voleur peut faire certains achats Internet ou payer sans contact dans la limite des plafonds. Attention à la fraude. Il faut porter sa carte ou son portable dans des endroits peu accessibles, pas dans la poche arrière de son pantalon par exemple. En cas de perte ou de vol, il faut faire immédiatement opposition. Savoir, pour la carte, on peut demander à sa banque de désactiver la fonction sans contact. Le paiement par téléphone nécessite un smartphone, un compte bancaire ou une application sur son smartphone permettant de payer. Quelles sont les précautions pour limiter les fraudes? Tout d'abord sur les retraits. Il faut composer le code à l'abri des regards discrets, en plaçant sa main au-dessus du clavier pour taper le code. Ne pas le communiquer. Préférez les distributeurs équipés de caméras de surveillance ou situés à l'intérieur des agences. Ne pas se laisser distraire par des inconnus au moment où on fait l'opération. Vérifier si l'appareil n'est pas altéré. En ce qui concerne l'utilisation d'une carte bancaire, dès la réception de sa carte, apposer sa signature au dos. La conserver dans un lieu sûr, ne pas la laisser dans son véhicule par exemple. Ne pas communiquer son code, ne pas l'écrire, mais l'apprendre par cœur. Ne pas prêter sa carte. En ce qui concerne les achats en ligne,
Ne pas stocker de coordonnées bancaires sur son ordinateur, numéro de carte, numéro de compte, RIB, c'est-à-dire relevé d'identité bancaire. Éviter de les transmettre par simple courriel. Vérifier que le site internet est sécurisé. Voir si un cadenas apparaît bien en bas de la fenêtre. Si l'adresse commence par HTTPS et non HTTP, mais bien avec un S, cela signifie que le site internet est sécurisé. S'assurer du sérieux du commerçant. Vérifier qu'on est sur le bon site. Lire attentivement les mentions légales du commerçant, ainsi que ses conditions générales de vente. Ne jamais saisir son code confidentiel à 4 chiffres sur Internet. Ne jamais répondre à un courriel, SMS, appel téléphonique ou autre invitation qui paraît douteux. En particulier, ne jamais cliquer sur un lien inclus dans un message référençant un site bancaire. Pour les paiements par chèque, quand on reçoit un chèque de quelqu'un, vérifier l'identité du titulaire du chèque. Être vigilant si le chèque est raturé, surchargé. Quand on fait un chèque à quelqu'un, remplir systématiquement toutes les mentions. Montant du chiffre, en lettres, date et lieu d'émission, bénéficiaire, signature. Laisser traîner son chéquier expose au risque qu'on le vole et qu'on l'utilise frauduleusement. On note une recrudescence des arnaques sur les chèques actuellement. Ne pas encaisser de chèque pour le compte d'autrui. Il peut s'agir d'un chèque volé qui sera rejeté et débité de votre compte. Cette arnaque, dite fraude à la mule, est courante. Enfin, sur ton téléphone, attention aux arnaques. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, par SMS, un message ou une publicité proposant de gagner facilement de l'argent, un placement avantageux à la fois sûr et permettant de gagner beaucoup d'argent, d'emprunter facilement de l'argent, un message d'alerte te prévenant d'un problème, te demandant pour le résoudre, soit d'envoyer de l'argent, soit de donner les coordonnées de ta carte bancaire. C'est probablement une arnaque. Il ne faut surtout pas répondre. Et cela arrive encore une fois tous les jours. Voici cette troisième et dernière vidéo. J'espère que tu auras appris beaucoup de choses et je te souhaite bon courage pour le passage de ton test.